Heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus. Nouveau rendez-vous d'International avec aujourd'hui une grande voix de la diplomatie internationale. Hubert Védrine, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez dirigé la diplomatie française pendant 5 années. Vous publiez aujourd'hui Le Monde au défi, un regard sur le monde, une sorte de tour du monde que nous allons faire en compagnie de Sophie Malibaud de RFI et avec Marc Semo du service diplomatique du Monde. Lorsque l'on vous lit, ce sera peut-être une façon de présenter votre livre. On découvre ou on redécouvre avec vous que ce qu'on appelle communément entre nous, journalistes, ONG ou hommes politiques, la communauté internationale, eh ben, ça reste à créer, ça n'existe pas vraiment. C'est ça ? Pas encore. Pas encore. C'est le point de départ du livre. Claude Durand, qui était longtemps le patron de Fayard et qui était un ami, malheureusement décédé maintenant, me disait plusieurs fois, il m'a dit souvent, vous dites sans arrêt qu'il n'y a pas encore de communauté internationale, ce que je regrette bien sûr. Expliquez-nous pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a un chemin vers la communauté internationale ? Donc j'ai pris le sujet et j'ai essayé d'expliquer pourquoi on n'a pas réussi vraiment à la fonder sur la base des valeurs occidentales universelles, parce qu'il y a des résistances, des récalcitrances, etc., en dépit des textes magnifiques, genre Charte des Nations Unies. Ah oui. On n'a pas réussi non plus avec l'économie globale de marché. On a parlé de mondialisation heureuse à une époque, mais en fait non, parce que ça enrichit beaucoup, enfin, ça crée des inégalités phénoménales et les dégâts écologiques sont monstrueux. Et donc je me dis, est-ce que finalement, je dis les choses en termes très simples, est-ce que finalement le seul vrai lien entre tous les habitants de la planète aujourd'hui, même s'ils n'ont pas conscience du tout, ils sont dans des tripes différents, culture, idéologie, langue, guerre, pauvreté, tout ça, est-ce que c'est pas tout simplement le maintien de l'habitabilité de la planète ? Je dis pas sauver la planète, hein, il y a le slogan, parce que la planète, elle peut exister sans l'homme, comme Mars. Ouais. Donc alors c'est un cheminement pas évident, parce que je tente de passer de la géopolitique à l'écologie, on dirait la géoécologie. Or, c'est deux mondes qui s'ignorent, en fait, qui ne se parlent pas. Mais alors, justement, jusqu'ici, vous êtes extrêmement, dans ce livre, très dur sur la communauté internationale, qui est celle d'un Occident, vous employez le mot, nombriliste et prosélyte. C'est un constat. C'est un constat. Alors, justement, en effet, comment, aujourd'hui, on pourrait, justement, au-delà de cette question, justement, de l'écologie, donner du contenu et... Alors, je ne dis pas au-delà de l'écologie, parce que justement, j'arrive à l'écologie par élimination, en quelque sorte. Il resterait que ça, les autres, dans la communauté internationale. En plus, le seul vrai lien, je ne pense pas que les Occidentaux, qui ont conduit l'histoire du monde pendant 4 siècles à peu près, puis qui ont dû décoloniser, qui ont cru garder l'influence à coup de sanctions, conditionnalités, ingérences, etc., ça ne marche pas tout à fait non plus. Donc je crois qu'on n'y arrive pas vraiment. Même si c'est bien inspiré, on est tous très sincères par rapport à ça. Enfin bon, on voit bien qu'il y a des parties entières du monde, le monde musulman, le monde chinois, qui prennent dans ce qui les arrange, quoi, dans nos valeurs universelles, mais on n'y arrive pas complètement. Puis l'histoire coloniale est là. Le vrai passé qui ne passe pas, c'est ça en fait. Même si nous on dit on a oublié, c'est loin la colonisation. Bon, il y a énormément de peuples. Mais Obama, par exemple, dit aux ça suffit Africains, pas. 50 ans après la décolonisation, vous n'avez plus le droit d'utiliser vraiment cet argument. Oui, il a dit des choses très courageuses au Ghana. Ouais. Lui pouvait se le vous permettre. Vous le rappelez vous-même d'ailleurs. Il pouvait se le permettre pour des tas de raisons. Aucun dirigeant européen n'a jamais dit ça. Ouais. En gros, il leur a dit plus de 50 ans après, vous ne pouvez pas utiliser sans arrêt l'argument de l'esclavage et la colonisation pour justifier que ça ne marche pas chez vous. Il a eu l'intelligence de le faire dans un pays qui marche assez bien, le Ghana, qui se débrouille bien, le Ghana. Mais donc, on peut prendre ça sous toutes les formes, mais on a quand même échoué. Le fait de s'acharner en disant on va imposer notre conception des valeurs universelles partout, même en inventant l'ingérence qui nous a donné une sorte de rabais, quoi, en fait, par le surplus de temps. Ça ne marche pas vraiment, en fait. Bon, je ne dis pas qu'il faut abandonner ça. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas les droits de l'homme qui sont en cause, c'est simplement le prosélytisme. Oui, c'est leur imposition par la force de l'extérieur. En fait, je cherche quelque chose de plus consensuel. À propos des droits de l'homme, vous avez des expressions qui sont limite du mépris pour ce que vous appelez les droits de l'homiste. Et puis vous dénoncez vous dénoncez les chiens de garde de la bien-pensance universelle. Oui, alors ça, c'est plus global. De qui vous parlez, en fait ? Notamment de ceux, comment dire, sur les droits de l'homme. J'y suis aussi attaché que vous, je ne pourrais pas vivre sans, naturellement. Ce qui est en cause, c'est la capacité que nous aurions ou pas à les imposer de l'extérieur. Étant donné que nous n'avons jamais eu la baguette magique pour transformer la Chine en un gros Danemark, ni la Russie. Et pour aider des pays arabes, africains et compagnie à franchir d'un seul coup 20, 30, 40 ans de convulsions pré-démocratiques. On n'a pas les moyens de ça. Pourquoi on est tellement prétentieux, alors ? On n'a pas de formule magique. Est-ce que c'est de la prétention? Donc, oui, c'est de la prétention. Je pense à tous ces gens impliqués dans l'humanitaire qui vont Il faut distinguer si c'est des gens dans les pays qui se battent pour faire changer leur pays, à ce moment-là, bravo, ou si c'est des gens
successeurs des missionnaires, parce que c'est la même approche en fait. Donc ils pensent qu'ils doivent répandre partout les croyances qui sont les nôtres aujourd'hui. J'arrive au constat que ça ne marche pas bien, on ne sait pas comment s'y prendre. Quand ça tourne à ingérence, intervention militaire, souvent c'est catastrophique. Donc il faut reconnaître que même si on est très convaincu, très sincère, très honnête, on n'a pas les moyens magiques de faire respecter par le monde entier. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de revenir à cette terrible phrase, je crois, de Goebbels, charbonnier maître chez lui, par lequel il avait refusé toute forme de critique et d'ingérence c'était à l'époque la SDN, sauf ce qui était en train de se passer dans l'Allemagne nazie. Non, mais l'argument, c'est une sorte d'argument nucléaire pour anéantir l'échange, mais non, on ne reviendra jamais à ça, parce que l'interdépendance est évidente dans le monde actuel, les informations, la connexion, les idées qui circulent, l'interdépendance commerciale, donc même un pays qui voudrait complètement se replier sur lui-même en espérant s'en sortir mieux n'y arriverait pas aujourd'hui, y compris sur le plan des idées. Donc je suis en train simplement de constater qu'un grand courant qui a eu sa noblesse, qui a été le droit de l'homisme. Et pourquoi le mot? C'est pour distinguer, disons, l'attachement normal au droit de l'homme, et le droit de l'homisme, c'est un prosélytisme. C'est différent. Ça consiste à dire que nous avons la mission spéciale. On est un des seuls peuples au monde à croire ça. Hein. Il y a 197 pays aux Nations Unies. Il y en a très très peu qui pensent que leur rôle historique est d'aller... La France et les États-Unis. La France, quelques autres Européens, peut-être un peu. Donc c'est l'idée de du prosélytisme qui est en cause. Ce n'est pas les droits de l'homme en tant que tels. Et encore une fois, jusqu'à ce qu'on ait trouvé la formule magique pour l'appliquer partout, je pense que c'est très largement à usage interne, c'est très largement de la posture. Il y a des parts de marché de l'humanitaire médiatique, etc., etc. Je ne dis pas qu'il faut abandonner ça, mais il faut être réaliste. On ne va pas y arriver sous cette forme. Et je crois beaucoup plus, moi, à la dynamique interne des sociétés. Donc le fait que dans tel et tel pays, les gens vont vouloir que leurs droits soient respectés. Mais on n'est plus en position d'imposer ça. On l'a fait pendant la colonisation, on a imposé nos conceptions de l'époque. Ça pouvait être des religions, etc. On a dû décoloniser, on ne peut pas recommencer, ça n'a pas marché. Je pense que le moment est venu, c'est pas trop tôt, de constater qu'on a vraiment cru ça depuis 20, 30, 40 ans, notamment après la fin de l'Union soviétique, où on a cru être les maîtres du monde, et ça ne marche pas. Quel est le conflit qui vous fait dire que ça ne marche pas? Par exemple, l'Afghanistan? Tout. Quel est le cas où ça marchait? En Afrique? J'ai cité Non, mais en Afrique, il y a un mouvement interne. Et on ne peut pas imposer de l'extérieur. Alors, il y a quelques cas... Mais à partir de quel moment vous dites que c'est imposé? Par exemple, en Afghanistan, il y avait, de la demande de l'intérieur. Ah non, attendez, l'Afghanistan, c'est différent. Il y a eu une intervention en Afghanistan parce qu'à partir du régime des talibans, l'opération Al-Qaïda contre les Américains, ils étaient légitimes à intervenir. Légitime défense, légitime riposte, le Conseil de sécurité a accepté cette idée. La première intervention n'est pas du tout contestable. J'ai d'ailleurs moi-même assumé des décisions d'intervention. C'est pas noir et blanc, l'affaire. Quand on s'est dit on va rester en Afghanistan pour faire du nation building et on va faire l'Afghanistan moderne, on va passer du XIVe siècle au XXIe siècle, c'est évident que ça ne pouvait pas marcher. C'est peut-être infiniment triste, ça ne pouvait pas marcher. Donc moi je voudrais que les Occidentaux deviennent à la fois moins prétentieux, plus réalistes, peut-être plus efficaces, et qu'on arrête de raconter des choses qui ne marchent pas, alors que l'immense majorité des opinions ne suivent plus ce discours-là en plus. D'ailleurs, quand Obama explique, dans les raisons pour lesquelles Obama n'a pas été en Syrie, il a eu tort de parler des lignes rouges, mais il explique pourquoi il n'y a pas été, il y a le fait que le Congrès n'aurait pas suivi parce que l'opinion ne suivait pas. Si Cameron n'y a pas été, c'est parce que l'opinion britannique ne suivait plus, etc. Donc c'est plus possible, on ne peut pas continuer ce discours centré sur nous-mêmes, complaisant, à s'auto-écouter, qui n'a pas d'effet. On ne sait même pas dans les pays, par exemple, dans les pays qui ont entamé le printemps arabe. J'allais vous le demander. Le printemps arabe, là, c'est un mouvement est-ce qu'on a une solution qui est parti magique de l'intérieur. Oui. Quel jugement, 5 ans après, portez-vous? Quelle évaluation? Oui, c'est plutôt une évaluation, parce qu'il n'y a pas à les juger. Non, bien sûr. Mais quelle évaluation peut-on faire? L'évaluation, d'abord, c'est que ça a touché une toute petite minorité de pays arabes. Il y en a 25 à peu près, c'est dû en toucher 5 ou 6. Que ça a tourné une guerre civile affreuse dans beaucoup de pays. Et qu'il y a 2 pays dans lesquels on peut espérer que ça va tourner plutôt bien. La Tunisie qui est très fragile, ça dépend de la solution ou pas de la question libyenne, et le Maroc, qui a pas mal, qui a été très bien conduit et qui a pas mal évolué. Ça reste fragile, hein, bien sûr. Le risque de la non-intervention aussi, donc vous estimez qu'on n'a pas à imposer, on n'a pas à intervenir, mais à partir de quand on remet les compteurs à zéro? Parce que sur la Libye aussi, certains leaders africains nous ont même dit, ici le Nigérien Issoufou dans cette émission, a expliqué, mais vous n'avez pas fait le travail après l'intervention. C'est-à-dire que l'intervention a eu lieu, donc ensuite on ne peut pas laisser les choses en blanc. C'est au cas par cas. Je rappelle que ça n'a rien à voir avec mon livre. Hein.
cette discussion. Tout à fait. Je ne parle pas du tout de ça. Quand j'explique qu'il n'y a pas de communauté internationale des peuples, c'est une évidence. Que les peuples n'ont pas du tout la même vision, ils n'ont pas la même mémoire, ils n'ont pas les mêmes peurs, pas les mêmes anticipations, etc. Mais c'est un sujet important. Dans l'affaire de Libye, paradoxalement, je pense qu'il faut être honnête, même avec Nicolas Sarkozy, même s'il est victime de sa réputation sur ces sujets, et rappeler qu'il y a eu une demande à l'aide de la Ligue arabe pour intervenir. Donc on ne serait pas intervenu, on aurait reproché à l'Europe, par exemple... On laissait massacrer Benghazi. Exactement. Donc moi, je comprends l'enchaînement de l'intervention. Dans l'idéal, il aurait fallu intervenir, montrer qu'on pouvait détruire cette armée avec l'accord du Conseil de sécurité. Donc c'est pas du tout de l'ingérence à la française. L'ingérence à la française, on y va parce que notre opinion est surchauffée. Mais le mandat a un peu évolué. Mais donc Conseil de sécurité, c'est le seul élément légal international. Et donc c'était logique d'y aller. Bon, est-ce qu'on aurait pu s'arrêter au milieu, négocier avec Kadhafi, etc., etc. Je ne sais pas. Kadhafi ne voulait pas du tout s'arrêter. Quant aux Libyens, ils ne voulaient pas du tout que qui que ce soit reste. Ils sont quand même très nationalistes. Ils ont beau être tribaux, ils sont nationalistes en même temps. Ils voulaient que tout le monde reparte tout de suite après. Donc il y a des cas où il n'y a pas de très bonne solution. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais intervenir. Je dis que au Mali, par exemple, l'idéologie droit de l'hommiste comme étant la priorité des politiques étrangères, c'est terminé. C'est terminé. Il n'y a plus personne qui prend ça au sérieux, sauf un peu dans les médias. Mais il n'y a absolument personne dans les responsables qui puisse se raisonner comme ça, même s'il est lui-même très convaincu. Il est en train de revenir. Au Mali, la France a bien fait d'intervenir, par exemple. Oui, bien sûr. Oui. Ça, c'est un cas typique. Il y a un vrai danger. Les dirigeants appellent à l'aide. Les Africains appellent à l'aide. Le Conseil de sécurité est d'accord. On dit alors, qu'est-ce qui y va? Tiens, il n'y a que la France qui peut y aller. Bon, la France y va. C'est très bien. C'est incontestable. Ça. Mais justement, l'exemple du Mali, c'est aussi l'exemple. Après l'intervention dans la phase aiguë, la France est restée sur place et s'est engagée dans une forme de reconstruction nationale du Mali. Oui, oui. Mais le débat sur le droit de l'hommiste ne consiste pas à dire qu'il ne faut jamais intervenir. Ça consiste à constater que le droit de l'hommiste qui a dominé, disons, la pensée médiatico-politique pendant 20 à 30 ans dans les pays occidentaux est au bout du rouleau. Donc Obama montre le passage à autre chose et que ça ne peut pas être le seul fil conducteur d'une politique étrangère. Si on est capable de réexpliquer aux gens les fondamentaux de l'histoire de la géographie, si on est capable de refaire de la réelle politique, au bon sens du terme, si on est capable de se dégager de l'irréel politique, dans lesquels on a baigné pendant longtemps, alors oui, bien sûr, la dimension droit de l'homme peut être un élément parmi d'autres, déterminant à certains moments, inopérant à d'autres, parce qu'on n'a pas les leviers. Et n'oubliez pas que les Occidentaux ne sont plus en position de domination absolue. On a perdu le monopole. On est sur la défensive sur beaucoup de plans. Sinon, on ne serait pas obligé de passer sous les fourches codines turques dans l'affaire des réfugiés, etc., etc. Et on ne peut plus avoir ce ton, en fait, dans le monde réel. On ne peut plus. Donc, il faut adapter nos objectifs. Mais justement, le monde d'aujourd'hui, comment vous le définiriez? Parce qu'il y avait eu le monde bipolaire de la guerre froide, il y avait eu le monde quasiment unipolaire de ce que, pour votre expression, de l'hyperpuissance américaine, selon votre expression. Décennie 90, oui. Voilà. Oui. Aujourd'hui, on est quoi? Un monde apolaire, multipolaire, purement chaotique? Un peu de tout ça. La particularité de ce monde-là, c'est qu'il n'y a pas d'exception qui le définisse bien. Avant, guerre froide, c'était la guerre froide. On était d'un côté ou de l'autre, on faisait la guerre froide. Après, dans le monde global, on ne sait pas très bien. C'est un peu tout ce que vous dites, en fait. Est-ce qu'on n'est pas dans un moment de repli terrible, y compris de la part des Américains? Non, c'est pas du repli. Je pense que c'est une sorte d'égoïsme sacré dans lequel Obama explique que les interventions ne doivent avoir lieu que si les intérêts vitaux des Américains sont en jeu. Ils ne vont pas se replier. Ils ne vont pas abandonner le grand traité commercial qu'il a obtenu avec l'Asie-Pacifique. Immense succès. Il n'a pas réduit le budget de la défense. La marine américaine contrôle la libre circulation partout. Les immenses entreprises numériques de Californie, GAFA, influencent le monde. Ça n'a rien à voir avec du repli. C'est simplement de l'économie, de la sobriété, disons, interventionniste, de la parcimonie. On ne va pas intervenir dans tous les sens comme ça. C'est tout à fait autre chose. Et pour revenir à la question de Marc Semo, il n'y a pas d'expression qui fasse unanimité, en fait. Et donc on est dans un monde qui n'est plus unipolaire, qui n'est pas tout à fait multipolaire, parce qu'on ne serait pas capable de faire la liste des pôles. Est-ce que les Européens sont un vrai pôle? On voudrait bien, il ne semble pas. Apolaire, alors bon. Est-ce que le Brésil et la Chine sont des vrais pôles globaux? Non, le Brésil et l'Inde, pardon. Globaux, non, la Chine, oui. C'est pas clair. Purement multipolaire, c'est-à-dire multilatéral, le système ONU, on voit bien que ça ne suffit pas à définir. Apolaire, ça irait trop loin. C'est ce qu'avait dit Haas, le patron du centre de réflexion du département d'État il y a quelques années. Apolaire, zéro polaire, bon, ce qui avait été repris par Laurent Fabius à un moment donné.
C'est pas vrai non plus. Il y a quand même les États-Unis, la Chine, etc. Donc on est dans un monde semi-chaotique qui comporte des éléments de tout ça, dans lequel les États ne sont pas seuls maîtres du jeu, mais il y a un grouillement d'intervenants. Et c'est compliqué pour nous qui aimons les choses un peu ordonnées, etc. Vous rappelez également à propos de... On n'a pas le choix, il faut avancer dans ce chaos peu décryptible. À propos de la Russie, vous nous dites que le traumatisme de l'effondrement de l'URSS reste fort, explique encore ce qui se passe aujourd'hui, et vous nous dites même, au fond, ça aurait pu être pire que Poutine. Il reste l'humiliation de la Russie. Alors je pense que dans les années après l'effondrement de l'URSS, l'époque où on a commencé à considérer qu'on s'en fichait, on les passait en quantité négligeable, ils ont perdu 40 à 50% de pouvoir d'achat. Donc ce qu'ils ont vécu était effrayant. Quand on voit les réactions furieuses en Europe de l'Ouest, si par hasard il y a un baisse du pouvoir d'achat de 0,5 ou des choses comme ça, bon, ils ont perdu 40%, c'est monstrueux. Donc il y aurait pu avoir une réaction effrayante qui conduise à un vrai nationalisme vraiment agressif d'extrême droite, etc. C'est pas tout à fait le cas. Donc Poutine, dans les 2 premiers mandats, n'est pas sur cette ligne. Medvedev, on a cru que c'était sympa, un juriste, la Russie moderne, tout ça. Obama a beaucoup misé là-dessus. Et après, il n'était pas content du tout parce que Poutine est revenu. Et donc, on en veut aux Russes d'avoir réélu Poutine. On en veut aux Russes d'être restés Russes. Enfin, il y a une sorte de coq avec ses ergots, là, qui, par rapport à la Russie, a abouti, à mon avis, à beaucoup d'erreurs de la part des Occidentaux envers la Russie. Les sanctions, notamment, envers la Russie. Même si je ne justifie pas la politique russe. Je ne justifie pas du tout. Par exemple, la crise de la Crimée. La Crimée, c'était inévitable qu'il fasse ça un jour ou l'autre, avec le soutien unanime de tous les Russes. Pour tous les Russes, c'est russe. Ça a été mis du côté ukrainien pour des raisons totalement aberrantes par Khrouchtchev, quand c'était à l'intérieur du même pays. Et il n'aurait pas dû le faire. Il n'aurait pas dû le faire comme ça, naturellement. Il ne faut pas le reconnaître, sauf dans un deal général, un jour peut-être avec lui. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut s'y prendre autrement avec la Russie, maintenant? Je crois oui, en fait. Et comment est-ce que vous voyez en ce moment les rapports États-Unis-Russie sur le dossier syrien, notamment. Puisque dernièrement, nous avions ici une opposante syrienne qui nous expliquait qu'en fait, la grosse gêne chez les opposants syriens, dans les discussions à Genève, c'est de ne pas savoir ce que se disent les Américains, les Russes. Peut-être sur le dos des Syriens. Écoutez, ou du moins de c'est l'opposition. Poutine qui a la main, en fait. Donc c'est pas tellement la question de savoir ce qui se disent entre Américains et Russes, c'est Poutine qui a la main. Et pourquoi il a la main? Parce que les Américains se sont retirés. Parce que les Occidentaux ont adopté une posture moralement très justifiée, intransigeante. Assad doit partir et ils n'ont pas réussi à le faire partir. Voilà. Et Obama lui-même n'a jamais cru, même s'il y a eu l'intervention, et il continue à le dire maintenant, il continue à dire le contraire de ce qu'on peut entendre à Paris. Il continue à dire que si ils avaient renversé Assad, peut-être que les gentils démocrates syriens auraient été là pendant un mois, mais c'est les islamistes qui auraient gagné. Les Américains pensent absolument ça aujourd'hui. Donc, pour des tas de raisons qu'on peut regretter, les Russes en position de force, et tous ceux qui ont considéré depuis le début qu'on pouvait faire tomber Assad, régler le problème sans les Russes, ça n'a pas marché, il faut le reconnaître. Il faut discuter avec lui, avec Assad, par exemple. Je pense, même si on est un très froidement réaliste, je pense que ça ne sert à rien, en fait. Donc, c'est pas parce qu'on est froidement réaliste qu'il faut le faire. En fait, il faut discuter avec les Russes et les Iraniens. Et c'est ce que font les Américains, en tout cas avec les Russes, un peu avec les Iraniens. Assad, il dépend totalement de ses protecteurs. Donc je ne vois pas ce qu'on discuterait avec Assad, en réalité. Par contre, discuter avec les Russes, essayer de les influencer sur ce que peut être la Syrie future. Et avant de penser au sort d'Assad, est-ce qu'on peut faire recohabiter, je ne sais pas, ces gens qui se sont vraiment infligés des souffrances atroces les uns les autres, est-ce qu'on peut les remettre dans le même pays ou est-ce qu'il faut le fédéraliser complètement? Bon, on peut avoir une discussion avec la Russie, mais on dépend quand même beaucoup maintenant. C'est dommage d'être dans cette situation, mais si on le regrette, il fallait y penser avant. Hubert Védrine, on vous retrouve dans 2 minutes, le temps de faire sur les antennes de RFI et sur TV sur Celle, au pluriel de TV5 Monde, le temps de faire un point d'actualité. Et on vous retrouve dans International. Retour international, nous recevons aujourd'hui Hubert Védrine, l'ancien ministre français des Affaires étrangères. Vous avez dirigé la diplomatie française donc, pendant 5 années. Nous avons parlé d'un certain nombre de situations dans la politique internationale avant cette pause. Et dans votre livre, une partie importante, alors pour tout vous dire, on n'attendait pas forcément, autour de l'écologie, qui pourrait être cette valeur commune universelle, plutôt écologisation, néologisme, un de plus que vous aurez donc proposé à l'attention de tous. C'est quoi? Vous cédez à la mode de l'écologie?
Non, j'avais parlé de ces questions depuis très longtemps, mais les gens ne m'écoutaient pas là-dessus, parce qu'ils m'attendaient plus sur la situation internationale. Comme nous. Mais comme je constate donc que nos valeurs universelles auxquelles nous tenons beaucoup ne sont pas suffisantes pour créer un sentiment d'humanité commun et de communauté, que l'économie globale de marché n'a pas suffi non plus, je me suis dit, mais quel est le seul vrai lien? Et le seul vrai lien, c'est que la Terre demeure habitable. Ça a l'air exagéré de dire ça, mais quand on fréquente les milieux scientifiques, je suis assez inquiet sur le climat, mais beaucoup plus inquiet, par exemple, sur l'effondrement de la biodiversité, qui de fil en aiguille met vraiment en péril, notamment toute la chaîne alimentaire et quasiment la survie, les pollutions, les nuisances, l'artificialisation, l'envahissement des espaces. Donc c'est simple, on ne peut pas avoir 7 milliards d'habitants qui vivent à l'occidental. Bon, à l'américaine, c'est encore pire, mais c'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut une correction. Et est-ce que le seul point commun entre un paysan, un péruvien, un ingénieur de Shanghai, un professeur de Norvège, etc., vous voyez bien, dès qu'on dit des choses concrètes comme ça, aussitôt, vous voyez bien qu'ils ne sont pas du tout la même vision du monde. Est-ce que le seul point commun, ce n'est pas que la planète demeure habitable? Alors à partir de là, je me suis dit, il ne faut surtout pas passer par le jargon habituel des écologistes politiques, et qui font un mélange avec le gauchisme sur d'autres sujets. C'est des thèses qui devraient être ultra-majoritaires, elles ne devraient pas être à 5%. Consensuelles. Bien sûr. Donc je dis, la seule réponse, au lieu d'opposer des gens qui sont incapables de se mettre d'accord à l'instant T, est-ce que c'est pas de se dire, on va, dans 10, 20, 30, 40 ans, tout écologiser petit à petit? La construction, les transports, l'agriculture, l'industrie. Et alors, en allant dans cette direction, très vite, j'ai vu qu'une grande partie du monde économique, beaucoup plus vite que les mondes politiques, intellectuels, culturels ou médiatiques, est déjà dans cette direction. Le grand fonds, par exemple, norvégien, sort du charbon. Il y a des inventions extraordinaires partout, tout le temps. Donc il se peut que ça aille très très vite et qu'il y ait des sortes de mondes intellectuels type français qui se fassent dépasser sans s'en rendre compte. Alors, donc c'est assez optimiste dans la durée. Vous dites, Hubert Védrine, on ne peut plus, tout le monde ne pourra pas vivre à l'occidental. Est-ce que vous pensez que les Occidentaux sont eux-mêmes prêts à entendre qu'ils ne peuvent plus vivre à l'occidental, entre guillemets? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont prêts à s'appliquer les recettes à eux? Certains oui, d'autres pas du tout. Bien sûr, voilà. Les Américains sont très divisés. Donc on se retrouve encore dans la posture où on prêche la bonne parole? Non, parce que c'est pour nous. Chacun se lutte pour sa propre survie. Il ne lutte pas pour faire plaisir aux autres qu'il ne connaît pas. Donc dans chaque pays, c'est fondamental. Aux États-Unis, par exemple, si Obama n'avait pas pris l'engagement qu'il a pris, comme les Chinois, 6 mois avant la COP n'aurait pas réussi. Fabius a fait un travail magnifique de rassemblement, de stimulation des volontés des uns et des autres. Mais il fallait cet engagement. Le Congrès et la Cour suprême essaient de torpiller Obama, parce qu'ils sont ultra anti-Obama, ils sont ultra républicains, etc. De grands États disent on ne va pas suivre ce que dit la Cour suprême ou le Congrès. Nous, on est en avance. Donc en Californie, dans d'autres États, ils vont dans cette direction. Des villes le font, des entreprises le font. Donc il y a une grande partie du système mondial, je prends les États-Unis, mais on pourrait prendre en Chine, quand ils annoncent la fermeture de 3000 centrales à charbon. Vous prenez le pays le plus paumé, le plus pauvre, vous avez des ONG, vous avez des paysans qui savent qu'il vaut mieux faire ceci que cela. C'est une espèce de culture qui est en train de se diffuser, qui n'est pas encore perçue comme culture commune, qui n'est pas perçue comme opposée au développement normal, mais comme devant être synthétisée un jour ou l'autre. Pour vous, la réussite de la COP21 est indiscutable? Oui, c'est une étape extraordinaire. Il suffit de se rappeler ce qu'on a dit après l'échec de Copenhague. On ne peut pas faire des tonnes sur l'échec de Copenhague et mégoter sur la réussite de la COP. Mais il n'y a pas de risque que dans la mise en œuvre. Si, bien sûr. Bon, d'abord qu'il n'y aura pas, au niveau des signatures, qu'il y a un certain nombre de réticences. Bien sûr, mais c'est que dans la mise en œuvre, c'est conjoncturel. Ça. Beaucoup ne tiennent pas les engagements. Bien sûr, des pays qui vont freiner, des lobbies qui vont freiner, etc. Bien sûr, mais si vous raisonnez sur 10 ou 20 ans, vous êtes à peu près sûr que l'ensemble de ces batailles seront finalement perdues par ceux qui veulent bloquer. Et qui va se créer dans le monde de demain une sorte de compétitivité écologique qui n'existe pas encore, et à un moment ou un autre, l'écologie et l'économie seront une seule chose. Je vais même jusqu'à dire, c'est une réflexion, même jusqu'à dire qu'à un moment donné, la notion de crime contre l'humanité sera redéfinie. Le vrai crime, le crime contre l'humanité, c'est un crime particulièrement atroce contre une telle partie d'une population, etc. Mais c'est pas contre l'humanité, c'est horrible symboliquement, mais c'est pas contre l'humanité. Je pense qu'un jour, quand on refera la Charte des Nations Unies, après avoir intégré tous ces éléments nouveaux, on dira le pays qui met en danger l'humanité,
parce qu'il est incapable, toujours pas, de contrôler son CO2, ou bien il continue à exterminer les populations de poissons des grands fonds. Enfin, je prends des exemples qui concernent tout le monde. Je pense qu'on redéfinira ça, en fait. Et qu'il y aura une sorte de rendez-vous, je ne sais pas quand, qui ressemble un peu à ce qui a été le rendez-vous de San Francisco quand on a fait les Nations Unies en 1945, mais qui intégrera tous ces éléments, pas à la place des valeurs auxquelles on tient. Hein. Mais on peut imaginer qu'au niveau du droit pénal international, on introduise donc cette notion de crime. Peut-être un jour. Alors, je suis le premier à dire, je l'ai dit 36 fois, il n'y a pas de pouvoir au-dessus des États, et la Cour pénale, c'est en partie une fiction quand même. Hein, et puis les Martiens ne sont pas là pour surveiller. Bon, donc je sais bien, mais un jour ou l'autre, même en termes d'opinion publique, en termes de comportement des consommateurs, les gens qui disent « moi, j'achète plus ça parce que », vous voyez. Il y a la surconsommation de la viande. Oui, alors je prends l'exemple parce qu'il ne faut pas être démago non plus. Ouais. Il ne faut pas dire on va tout arrêter du jour au lendemain. Tout le monde mange trop de viande dans les pays occidentaux. Et donc je montre qu'on ne peut pas mettre en chômage du jour au lendemain des centaines de millions de gens. Donc il faut que ce soit progressif. Enfin, c'est beaucoup la carte 30. D'où le mot écologisation. Oui, c'est un néologisme. Comme on a dit industrialisation, ça veut dire que c'est dans la durée, vous voyez. Est-ce qu'il faut un instrument, justement un instrument légal? Alors je ne parle pas du crime contre l'humanité, mais je parle simplement pour la mise en œuvre. Est-ce qu'il faut un instrument qui sanctionne, qui rende... Non, parce que cet accord a été vendu comme contraignant. Mais en fait, quand on cherche... Il a été présenté comme ça par Laurent Fabius. Il n'a pas été vraiment C'est félicité d'avoir eu un accord contraignant, mais on cherche où est l'outil de contrainte. Mais c'est secondaire, ça, parce que le mouvement est lancé. Et en fait, la vraie dynamique de demain, c'est pays par pays. Si les Chinois annoncent la fermeture de milliers de centrales à charbon, c'est pas pour faire plaisir à la diplomatie française. C'est parce que même le pouvoir chinois, qui contrôle quand même relativement bien son pays, a la trouille de la réaction des Chinois. Pays dans lequel l'air est de moins en moins respirable, en tout cas en ville. Donc cette dynamique va être à l'œuvre partout. Et c'est pas parce qu'une sorte de père fouettard va se promener pour punir personne, a le pouvoir de punir les autres. C'est l'échec de la communauté internationale à l'ancienne, on va dire. Vous voyez, on n'y arrive pas. Et même nous, si on fait sans arrêt des déclarations extraordinaires contre le non-respect des droits de l'homme, on voit bien qu'on n'a pas le pouvoir de contrainte, en fait. Donc là, ce sur quoi je parie, moi, c'est un mouvement interne. D'autant que c'est bourré d'inventeurs, c'est bourré d'entreprises qui font des progrès phénoménaux, qui trouvent des molécules chimiques moins graves que celles d'avant. On peut faire des cimenteries aujourd'hui qui recyclent à 99%. Donc ça va bouger dans tous les sens. Je cherche à accélérer la conceptualisation de ce qui va se passer, comme étant un lien commun entre les uns et les autres. Alors dans cette négociation, il y avait un très fort antagonisme entre le Nord et le Sud, et les pays du Sud qui ont d'autres priorités, tout de même, qui sont, eux, quelquefois pris à la gorge par le problème du développement, demandent quand même... Ils sont venus quand même, et ils sont venus, mais ils n'emploient plus les arguments qu'ils employaient avant. Moi, j'étais à la conférence de Rio avec Mitterrand 20 ou 25 ans avant. Après, les pays émergents, ils nous disaient tout ça, c'est des inventions, c'est pas vrai. Et puis d'ailleurs, s'il y a un problème de CO2, c'est de votre faute parce que vous avez fait la révolution industrielle avant. Et ça ne nous concerne pas. Bon, ils ont abandonné en route ces arguments. Ils savent très bien qu'ils sont dans le même bateau. Donc ils discutent maintenant de la durée, ils négocient les financements, trucs comme ça. Donc ça veut dire qu'ils ont accepté le mouvement général sur le climat, qui n'est qu'une partie du sujet. Sur la biodiversité, on est au point presque zéro, même s'il y a des conventions internationales. Sur la transformation mondiale de l'agro-industrie dont on a besoin pour nourrir, mais il faut changer, on n'en est pas loin. Donc c'est des étapes. Donc si vous raisonnez dès que vous raisonnez sur 10, 20, 30 ans, toutes les questions judicieuses que vous posez et qui paraissent insolubles à l'instant T deviennent solubles. Regardez une voiture d'aujourd'hui, ce qu'elle émet par rapport à une voiture d'il y a 30 ans, c'est aucun rapport. Aucun rapport. Et ça bouge à tout dit, pas forcément chez nous. Les Chinois vont nous étonner sur beaucoup de plans. Il y a quelque chose qui n'a pas beaucoup évolué, c'est quand même le pourcentage de l'aide au développement. Est-ce que vous pensez que justement... Rapport, oui, mais... c'est aucun rapport. D'ailleurs, la plupart des pays qu'on appelait le Sud autrefois, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, mais ils veulent de l'accès au marché, ils veulent de l'investissement, ils veulent des choses comme ça. La plupart, beaucoup de pays aidés n'arrivent pas à se développer. Il n'y a pas de lien direct entre l'aide et le développement, en plus. Alors, rappelez-vous qu'il y a une cinquantaine d'années, la Corée était au même niveau que les pays du Golfe de Guinée. Cherchez l'erreur. Donc c'est pas l'aide au développement qui entraîne automatiquement le développement. Nous, on adore l'aide au développement parce que ça apaise un remords. On dit le passé, c'est terrible, il faut les aider. Bon. C'est-à-dire qu'il y a eu des ajustements structurels qui font qu'il y a des États africains qui ont un problème au niveau du développement de leur éducation, de leur système de santé. Il y a des pays qui ont réussi à se développer, d'autres pas. C'est pas forcément aller à l'aide ou pas aide, en fait. Bon, c'est un autre sujet, l'aide, même si, bien sûr, il faudrait que l'aide de l'avenir oriente un peu tout ça. Alors, Hubert Védrine, les pays peu développés peuvent enjamber des tas de technologies
arriérée et polluante. Ils sont pas obligés de passer par toutes les étapes qu'on a eues, nous, pendant 2 siècles de métallurgie, d'industrie chimique, etc. Donc il y a un vaste mouvement. Et je lance l'idée, on verra bien si... Mais est-ce que cette écologisation doit passer par une formation politique ou est-ce qu'elle est aujourd'hui transverse? Est-ce qu'elle doit être aussi consensuelle à l'intérieur des familles politiques? Parce que l'écologie politique montre aussi ses limites et ses difficultés. Oui, mais l'écologie politique, à mon avis, il y a des tas de gens très convaincus et sincères là-dedans, mais en gros, ça a échoué puisqu'il ne devrait pas être à 5%. Ouais. C'est tellement évident qu'il faut l'écologie dans la durée. Bon. Donc ça a échoué parce qu'ils ont mélangé ça avec des positions très radicales, très gauchistes sur des sujets politiques, sociétaux, etc. Donc ils sont à 5%. Mais donc à mon avis, c'est des choses qui concernent absolument tout le monde. Oui. C'est pas du tout un parti politique qui doit prendre ça en charge. Et encore une fois, le monde de l'industrie, de la recherche, de la finance, ils n'attendent pas de savoir comment se situent les partis politiques sur ce sujet. Ceci étant, ils ont peut-être servi d'aiguillon, parce que s'ils n'avaient pas existé, peut-être que les politiciens C'est pas sûr. Mais non, c'est ne seraient pas saisis de c'est pas les l'affaire. politiciens qui ont changé. Donc c'est pas eux qui ont fait changer les politiciens qui ont fait changer les autres. Les politiciens courent derrière le mouvement. Je ne sais pas s'ils ont apporté quelque chose d'utile en réalité sur ce plan. Ils ont peut-être confisqué un thème, ils l'ont peut-être stérilisé, ils ont peut-être fait perdre du temps en réalité. Hubert Védrine, on vous connaît, comme je le disais, comme une grande voix de la diplomatie. Vous avez commenté sur ce plateau, sur bien d'autres, ou des conflits ou des rapports complexes entre des États. Si cette écologisation, à nouveau, je le répète, votre néologisme ne fonctionnait pas, c'est un facteur de tension, de discorde, de conflit dans le monde? Écoutez, c'est un facteur d'aggravation d'une série de phénomènes qui peuvent avoir des répercussions sociales, donc politiques. Ce n'est pas un facteur direct d'aggravation des relations politiques. Ça n'a pas la même gravité à court terme que les gigantesques convulsions au sein du monde musulman, par exemple. Vous voyez, c'est pas du même ordre. Donc c'est pas du tout comparable aux guerres civiles en cours, et c'est pas du même ordre que comment faut-il répondre aux défis de Poutine. Vous voyez, c'est pas dans les mêmes temps. Mais en même temps, on peut imaginer donc la disparition de certaines ressources naturelles, notamment la question de l'eau au Proche et Moyen-Orient, donc qui est directement liée aux enjeux écologiques et climatiques. C'est un facteur d'aggravation. C'est un facteur d'aggravation, c'est le mot. Ça peut aggraver. Ça peut aggraver. Mais l'idéal, ce serait de faire surgir la conscience d'une sorte d'humanité commune, indépendamment des situations des uns et des autres, et des conflits qu'il faut quand même résoudre, malgré tout. Donc si on se dit, est-ce qu'il y a une puissance capable de remettre de l'ordre au Moyen-Orient dans le bon sens du terme, c'est une bonne question pour le court et le moyen terme. Le raisonnement que je fais, j'enjambe un peu ça. Je suis en plutôt moyen et long terme. Donc il n'y a pas de lien direct, c'est une question de... Encore une fois, il faut plus écouter le monde scientifique. Vous reconnaissez justement l'existence d'un phénomène de migration climatique dont parlent certains scientifiques et certains chercheurs. Il y en a toujours un peu eu. L'histoire de l'humanité, c'est largement ça. Si on regarde l'évolution des populations en Mésopotamie, c'est largement lié à des questions climatiques. Donc c'est pas tout à fait nouveau. C'est pas encore lié à l'histoire des petites îles du Pacifique. Et si c'est le cas, ça s'ajoute à des phénomènes de migration qui répondent à d'autres critères économiques tangibles aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait un statut du réfugié climatique ? Non, ça ajoute rien en fait. Non, je parle. Attendez, si on veut, moi je pense qu'il faut sauver le droit d'asile en Europe, que c'est consubstantiel à l'Europe. Même, rappelez-vous, l'asile dans les églises, c'est très antérieur à la construction européenne. Si l'Europe n'est pas en mesure, dans certaines conditions, de donner asile à des gens qui sont vraiment en danger de mort, vraiment persécutés, c'est une sorte de suicide mental quand même, et déontologique et éthique. Donc cette idée est intolérable. Si on veut sauver ça, il ne faut pas élargir le concept de réfugié à trop de choses. Si on dit des réfugiés économiques, c'est mort. Il n'y a plus de droit d'asile du tout en Europe dans les 2-3 ans. Plus du tout. Et vous parlez d'ailleurs dans le livre d'un droit d'asile mondial, de la définition d'un droit d'asile mondial. Non, je dis que ça ne doit pas s'exercer qu'en Europe. Il n'y a pas de raison que tout le monde vienne en Europe. Mais est-ce qu'il doit y avoir un critère commun ? La question... Non, mais je ne raisonne pas juridiquement, je raisonne concrètement, en fait. Concrètement, je pense que si on veut sauver le droit d'asile, si on veut que l'Europe soit capable de répondre aux demandes justifiées, il faut faire ce qu'on aurait dû faire avant, qu'on n'a pas fait à temps, qu'on fait maintenant dans le désordre et la panique. Mais enfin, on va le faire quand même. Il faut être capable de distinguer entre demandeurs d'asile et migrants économiques. Il faut gérer les migrations économiques avec les pays de départ et de transit, même si ça les embête un peu de co-gérer. Il faut fixer des quotas annuels par métier. Donc il faut faire de façon carrée et le dire, et discuter. L'asile, c'est différent. On ne peut pas fixer de quotas parce qu'on ne sait pas combien de malheureux vont être sur les routes à cause de ça. Et c'est clair qu'il faut trouver une synthèse entre
disons, la position allemande qui est en train d'être corrigée, la position des autres, pour qu'on puisse accueillir le mieux possible les gens qui ne peuvent pas entrer chez eux, etc. Hubert Védrine, est-ce que ce n'est pas une posture théorique de distinguer justement les réfugiés, dans certains cas, les réfugiés économiques des autres? Vous avez l'exemple notamment ceux qui viennent de Libye. Vous avez l'exemple de la... Je sais que c'est très compliqué parce qu'en plus, on n'a rien fait pour être en mesure de distinguer. On ne s'est pas organisé pour. On n'a pas la frontière extérieure de Schengen. On n'a pas les centres de sélection. Et alors, vous avez l'exemple très intéressant du contraire de votre question. On ne l'a pas fait, vous voyez le résultat. Donc l'absence de distinction, ça conduit à ce résultat. Ça conduit au fait que Schengen disjoncte, que tous les pays les uns après les autres suspendent la libre circulation, que les opinions sont de plus en plus déchaînées contre ça. Et si ça continue comme ça, et si on prêche le fait qu'il faut accueillir tout le monde, vous aurez des milices partout en Europe qui sont incontrôlées. Des frontières, les populations ne laisseront pas faire ça, en fait. Donc il faut attention aux extrêmes, quoi. La fermeture totale, c'est impossible. L'ouverture extrême est dangereux. Donc il faut réguler, il faut gérer. Donc il faut revenir à ce que je dis, la distinction, même si c'est dur à faire. Ouais. Ça vous paraît d'autant plus dur qu'on n'a pas tenté avant. Donc il faut le faire maintenant, même si c'est dans des conditions de panique et de désordre. Il faut essayer quand même. Mais le vrai problème qui menace l'Europe, laissez-moi une seconde pour terminer là-dessus, le vrai problème qui menace l'Europe, c'est pas ça en fait. C'est le fait que l'ensemble des peuples d'Europe sont en train de décrocher du projet européen. La question que j'allais pas les défis externes. La question que j'allais vous poser, c'était le titre de notre conférence Le Monde il y a quelques jours. L'Europe peut être un projet mortel. C'est-à-dire l'Europe pourrait s'arrêter, pourrait ne plus faire rêver, ne plus être une sorte de mini-communauté internationale. 500 millions de personnes qui avaient un projet, une communauté de valeurs. Ça n'a jamais fait rêver que des élites. Hein. Par contre, ça a été lancé par des élites, par des petits groupes. Les gens étaient assez contents. Ouais. Et il y a toute une phase où les gens appréciaient beaucoup les avancées, la libre circulation, la monnaie unique, c'est quand même commode, etc. Et c'est surtout porté par les élites. On est un peu au bout de cette affaire-là. On est un peu au bout de l'européisme, on va dire. Et les peuples sont en train de décrocher. Ce qui s'est passé aux Pays-Bas à travers un référendum consultatif. Vous auriez un référendum n'importe où en Europe, sur n'importe quel sujet, les gens répondent non aujourd'hui. Donc c'est ça la menace numéro 1. Et donc il faut récupérer non pas les euros hostiles qui bougeront jamais, ce que la presse appelle à tort les eurosceptiques qui sont des hostiles en fait. Les anti-européens. Par contre, il faut récupérer les vrais sceptiques. Les sceptiques, les découragés, les allergiques. Il faut tenter de les récupérer, à condition de leur dire que l'Europe ne va pas détruire ou vampiriser ce qu'ils ont pu garder d'identité, de souveraineté. Donc il y a un compromis historique à faire entre les élites et les peuples. Et après, on pourrait dire aux gens en Europe, on va quand même faire des choses ensemble en plus. Ouais. Pas par théorie européiste, mais parce qu'on en a besoin. On a eu plusieurs invités ici, comme Pascal Lamy ou Enrico Letta, qui, eux, disent que finalement, l'échec de l'Europe, il vient du trop peu d'Europe. Non, je ne crois pas que ça fonctionne. Ça fait très, très, très longtemps. Je les aime beaucoup tous les deux. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Ça a été dit depuis très longtemps. Chaque fois que les peuples renaclent, vous avez des gens qui vont dans les médias dire qu'il faut plus d'Europe, il faut pas moins d'Europe, et plus d'Europe, etc. Sur le plan de la sécurité, par exemple, est-ce que c'est pas patent ? Ce qui est patent, c'est que les peuples décrochent. C'est ça qui est patent. Les peuples décrochent. Alors, soit on a décidé que l'Europe ne continuait pas par la démocratie. Mais ils décrochent de quelque chose qui n'existe pas, peut-être ? Ils décrochent. Donc, soit on décide de continuer sans la démocratie, on considère que les peuples globalement se trompent et qu'il y a des autorités suffisamment légitimes pour dire tous les matins qu'il faut plus d'Europe. Et à mon avis, on va à une catastrophe politique absolue. Et pour le coup, le projet est mort dans ce cas-là. Donc moi, je pense qu'il faut repartir du fait que les peuples, à tort ou à raison, ne sont pas d'accord, ne veulent pas aller plus loin. Ou alors la cour de Karlsruhe dit ça suffit comme ça, etc. etc. Il faut entendre ça. Il faut arrêter de dire plus d'Europe tous les matins. Il faut arrêter de condamner les égoïsmes nationaux alors que c'est des intérêts nationaux normaux. Il faut simplement concilier. Il y a un compromis à faire, mais comme les élites disent exactement le contraire de ce que je dis là, à cette minute, depuis très longtemps, je ne pense pas qu'elle change, mais elle devrait, parce que ça a conduit à toutes les catastrophes, à la montée de l'abstention aux élections européennes, 60% en moyenne, à des référendums ric-rac ou maintenant rejetés. Donc sous cette forme, on est vraiment dans l'impasse. Dans 2 mois, les Britanniques vont voter pour sortir ou non de cette Union européenne. Ce serait grave s'ils répondaient non ? Oui, ce serait grave pour eux d'abord. Oui. Parce que ça serait le royaume désunis rapidement, et ça serait mauvais pour nous, oui, bien sûr. Ça serait un temps de recul de l'Europe, ça serait peut-être un premier temps ? Je pense que dans le monde entier, ça serait perçu comme le début de la dislocation. Et l'idée que du coup on va en profiter pour aller plus loin dans l'intégration, genre plus d'Europe, c'est totalement infondé, parce que jamais les Britanniques ont empêché qui que ce soit d'aller plus loin. C'est les peuples qui ne veulent pas.
c'est pas les Britanniques. Et plus d'Europe de la sécurité, ça n'aurait pas pu empêcher les attentats? Non, longtemps avant, non, c'est pas plus d'Europe. Si vous transférez à l'Europe, c'est-à-dire à la Commission, la compétence, je suis sûr que c'est pire, parce que c'est un système qui est incapable de garder un secret 3 minutes. Alors, la seule façon de progresser, c'est une coopération plus grande entre les polices qu'il faut rassurer elles-mêmes pour que les informations qui circulent ne soient pas perdues. Mais un FBI européen, vous n'êtes pas pour? C'est pas pour ou contre. Vous voyez bien, l'Europe n'est pas un pays unique. C'est pas les États-Unis. C'est des peuples différents. C'est des États différents. Et c'est toujours le cas au bout de plusieurs décennies de rêverie par rapport à ça. Il faut une coordination européenne des polices. Mais si vous transférez à un niveau européen, vous êtes sûr que aucune police européenne sérieuse ne transférera quoi que ce soit. Alors, mais quel compromis on peut trouver alors, il faut combiner les deux. Pas concrètement sur les questions de sécurité, mais par rapport à cette la sécurité. Par rapport à cet oxymore, la célèbre phrase de Delors, cette fédération d'États-nations. Oui, c'est une bonne formule. Oui, mais c'est un oxymore. Donc, oui, mais ça veut dire qu'il y a toujours les États-nations. Quelle est votre question? Non, mais quel compromis, justement, on peut trouver pour arriver à trouver ce point d'équilibre? Dans l'affaire de Schengen, la libre circulation. Si on dit à la fois aux gens, écoutez, on a compris, on fait la pause, on s'arrête, on se calme, on arrête de dire plus d'Europe comme des cabris, comme aurait dit De Gaulle. Bon, il n'empêche que nous voulons rétablir la libre circulation. Tout le monde est d'accord. Oui, bien sûr, il faut la rétablir. Bon, très bien. Mais on ne peut pas la rétablir si on n'a pas un contrôle extérieur sérieux. Absolument. Ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Frontex. Contrôle extérieur sérieux, tout le monde est d'accord, c'est une combinaison de compétences européennes, genre Frontex, et de police nationale. Il faut arrêter d'opposer ce qui est communautaire et ce qui est intergouvernemental. Mme Merkel l'avait dit dans un excellent discours à Bruges il y a quelques années. La Commission était furieuse contre elle, mais enfin, elle avait dit quelque chose de grand bon sens. Donc on fait une combinaison. Voilà ce qui relève de Frontex, garde-barrière européen, coordination des polices nationales, échange de données sécurisées. Et si on y arrive, on peut avoir mieux distingué ceux qui relèvent peut-être de l'asile, ceux qui relèvent des migrants, et mieux distinguer l'éventuel risque terroriste, même si c'est epsilon, dans tout ça. Et là, je pense qu'aucun peuple européen aujourd'hui ne refuserait ça d'emblée. Dès lors que ça n'a pas l'air d'être l'application d'une sorte de théorie européiste, mais si ça correspond à un vrai besoin concret, présenté comme tel. Vous parlez également dans ce site de différentes communautés linguistiques. Vous êtes face à 3 médias francophones, comme on dit, RFI, TV5 Monde et Le Monde. Est-ce que cette communauté de 80 États représente pour vous, là aussi, une communauté cohérente? Moi, j'ai une conception assez rustique de la francophonie, c'est que je pense que la francophonie doit être avant tout linguistique. Donc, quand j'entends... Elle n'est pas diplomatique ou... Non, mais quand j'entends parler de francophonie diplomatique, économique, ceci et cela, très bien, tant mieux. Tant mieux si ça vient en plus. Mais la priorité absolue, c'est que dans le monde, beaucoup de gens continuent à avoir envie et les moyens et la possibilité d'apprendre le français. C'est ça la priorité absolue. Alors après, ce que l'on fait en français, si on répand des bonnes valeurs et des bonnes idées entre francophones, tant mieux. Mais il ne faut pas oublier le premier élément. Quand même. Alors, il y a une bataille quand même d'influence mondiale, y compris sur le plan culturel et linguistique. Effectivement, ce que vous évoquez. Hubert Védrine, merci d'être passé sur le plateau d'International. Je rappelle le titre de votre livre aux éditions Fayard, Le monde au défi, avec un regard sur... Nous n'avons pas trouvé le terme, cette nouvelle organisation du monde et puis cette approche sur l'écologisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellente suite de programme sur les antennes de TV5 Monde, sur celle de RFI et excellente lecture de notre partenaire Le Monde.